Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de commentaires, de débats et d'analyses autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos invités, des chroniqueurs qui sont des hommes de médias, des analystes. Avec eux, donc, nous revenons pour décrypter l'actualité. Aujourd'hui, nous allons évoquer au plan national deux sujets dont le premier est lié au dossier Thomas Sankara, où des archives, bien sûr, ont été remises par l'ambassade de France à notre État. Nous allons donc revenir sur cette question des archives et puis évoquer d'autres aspects liés, bien sûr, à ce dossier judiciaire. Et puis, second sujet, il est question plutôt de développement à l'Est. Il y a eu donc cette manifestation du mouvement Goulmo Fi qui a donc en tout cas battu le pavé pour réclamer des routes, réclamer de développement dans cette localité du Burkina. Nous allons revenir sur cet événement également. Et puis, dernier sujet, il s'agit bien sûr, comme vous pourrez l'imaginer, du décès de Idriss Déby, le président tchadien et anciennement donc président du G5 Sahel qui est donc décédé. Nous allons en long et en large parler, évoquer ce sujet-là, débattre de ce sujet qui quand même pose des problèmes de sécurité, d'ordre diplomatique et ainsi de suite. Nous allons donc revenir sur tous ces sujets-là avec mes invités qui sont sur ce plateau. Je m'en vais vous les présenter. André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci André Eugène d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Évariste Faustin Concebo. Évariste Faustin Concebo est donc chroniqueur média. Il est le président du SEC qui est une association de défense des droits de l'homme et également premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis juste à la gauche d'Évariste, Ketga Blaise est donc le directeur de publication de YAM Info. Merci d'être là. Et puis enfin, dernier invité, Maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Donc, avec vous, nous allons donc parcourir ces sujets-là. Nous allons donc animer cette émission parce que dans la deuxième partie de cette émission, vous avez la possibilité également d'intervenir, mais commencez déjà par appeler pour vous inscrire sur notre liste. Et nous prendrons donc votre intervention dans la deuxième partie. Pour commencer ce plateau, on parle du dossier Thomas Sankara. On peut dire que les archives ont été remises le 17 avril dernier par l'ambassade de France. Donc l'ambassadeur de France au Burkina a remis donc, ce paquet-là qui va donc servir certainement à faire avancer un tas soit peu le dossier. Alors on va se poser la question qui est très simple. Pourquoi donc est-ce que ces archives peuvent changer quelque chose encore dans ce dossier ou pourquoi, et dans quel sens bien sûr, et dans la mesure où la chambre de contrôle, donc, de contrôle de l'instruction de la justice militaire avait déjà renvoyé le dossier pour jugement et c'est après cela que ces archives-là sont arrivées. Maître, est-ce que ces archives peuvent encore avoir des effets sur le dossier? Bien sûr. Seulement, il ne faut pas oublier que ces archives ne pourront en aucun cas mettre en cause la responsabilité de la France. Parce que c'est la France qui transmet les dossiers. Elle ne va pas transmettre des dossiers qui mettent en cause sa responsabilité. Maintenant, pour répondre à la question que vous avez dite, effectivement, il était bien d'avoir ces documents avant que le juge d'instruction ne clôt l'instruction. Maintenant, l'instruction est close. On est passé, n'est-ce pas, devant la chambre de vérification des charges. Parce que je conteste la notion de chambre de contrôle, de chambre de choses. Contrôle de l'instruction. De contrôle de l'instruction. Donc, c'est la chambre de vérification des charges. Donc, mais il ne faut pas oublier qu'en matière judiciaire, surtout en matière correctionnelle, à tout document, à tout moment de la procédure, des preuves peuvent être rapportées. Il y a des gens qui ont été mis hors de cause. Il y a des gens dont la responsabilité a été retenue. Mais même ceux qui ont été mis hors de cause, s'il y a des faits qui montrent qu'en fait, leur responsabilité est engagée, ils peuvent être de nouveau appréhendés. Pendant le jugement même, si on découvre des charges contre quelqu'un, on peut le mettre en cause. Est-ce que vous avez vu? Donc, pendant même que vous-même vous êtes poursuivi, pendant le jugement correctionnel, si on découvre, selon les déclarations ou selon les déclarations des uns et des autres, et les charges, qu'il y a d'autres charges qui peuvent être retenues contre vous, on adjoint ces charges-là encore contre vous. Donc, à tout moment de la procédure, des documents peuvent être apportés, soit pour disculper quelqu'un, soit pour charger quelqu'un. D'accord. Alors, mais ici, quand on a suivi un peu, le juge a prononcé donc sa décision le 13, et c'est le 17 que ces archives ont été transmises par la France. Les gens se sont posé la question, le public, quand l'opinion regarde, on se dit, mais est-ce que
quelque part, la France avait quelque chose à cacher ou la France ne voulait pas D'après ce que moi j'ai faciliter les appris, enquêtes? les documents étaient là depuis longtemps, entre les mains de l'ambassadeur de France. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est du côté burkinabé qu'on ne semblait pas pressé d'avoir ces documents. Et donc, d'après ce que moi j'ai appris, c'est l'ambassade de France, à son initiative même, que cette remise a eu lieu, parce que les Burkinabés ne semblaient pas trop pressés de les récupérer. Moi, Et pourquoi alors? Bon, écoutez, moi je ne suis pas dans le dossier. Pourquoi les juges qui donc peut-être que ça ne les intéressait pas, dossier, parce qu'il y a déjà eu 2 premiers lots qui ont été remis, et dans ces 2 lots, ça n'apprend rien de plus au dossier. Donc c'est peut-être un des intérêts, mais en tout cas, d'après ce que moi j'ai appris, les dossiers étaient au Burkina Faso depuis longtemps. Il s'agissait tout simplement d'organiser la remise. Voilà. Et comme les autorités burkinabées ne semblaient pas trop pressées de les avoir, c'est à l'initiative de l'ambassadeur même que cette remise a eu lieu. Mais comme je vous ai dit, c'était bien que tous les documents soient remis entre les mains du juge d'instruction qui allait apprécier en même temps que les autres éléments. Mais il n'est jamais trop tard, parce que comme je vous dis, en matière correctionnelle, on peut à tout moment rectifier. Et n'oubliez pas que pendant même l'audience, le ministère public a la possibilité de requalifier les faits. Mais le tribunal lui-même peut requalifier les faits. Donc, ça n'empêche pas que... André Eugène Ilboudo. Moi, ça m'étonnerait que ces documents-là nous apprennent quelque chose, pour la simple raison que la France... vous n'avez pas une liste de documents que vous demandez à la France. C'est la France qui décide de vous remettre tel document et tel document. Comme l'a si bien dit Maître, je ne pense pas que la France va remettre des documents où elle-même, elle est compromise à l'intérieur. Cela dit, je ne vois pas... Vous demandez quelque chose, et c'est la personne qui vous demande décide de vous donner ce qu'elle veut. Mais justement, est-ce que ces archives, c'était pour charger la France? C'était pour éclairer mieux le dossier? Même si c'est pour la partie burkinabé, est-ce que ces dossiers ne peuvent pas venir changer un peu peut-être les choses qu'on croyait évidentes? Non, je ne suis pas sûr que ces documents puissent éclairer quelque chose. Ça fait quand même, n'oubliez pas que ça dure quand même. Hein. C'est vrai que le président Macron est venu dire qu'il va déclasser les dossiers, mais écoutez, si vous n'avez pas vous-même votre système de stockage de vos propres informations et vous croyez à une autre personne pour stocker vos informations, bon, ça peut faire du bruit, ça peut faire du buzz, mais je ne vois pas en quoi ces documents-là vont aider le Burkina à avancer dans ce dossier-là. Personnellement, j'attends de voir. Cela dit, on peut s'exciter pour lire, mais je ne vois pas en quoi ces documents... Vraiment, je ne vois pas l'intérêt de ces documents-là. Parce que si les documents qu'on devait nous remettre étaient vraiment des dossiers qui étaient très importants pour la procédure, je crois que les documents-là se seraient remis très, très longtemps. Non, mais on n'a pas encore vu l'intérieur, donc on ne peut pas présumer que ça ne doit pas pouvoir... Comme Maître l'a dit, s'il y a des faits nouveaux, ça pourrait également... Non, mon inquiétude, c'est que les documents qui vont... C'est-à-dire, si le Burkina avait une liste de documents qu'il demandait à la partie française, parce que les Burkinabés savent ce qu'il y a à l'intérieur de ces documents et qu'ils veulent des preuves pour conforter ce qu'ils pensent ou bien ce qu'ils veulent dire, moi, ça ne m'étonnerait pas. Mais vous demandez qu'on vous déclasse des documents. Mais si la France vous dit que, par exemple, tel jour, on a fait un téléphone pour dire bonjour à un tel, voici le document. Tel jour, on a fait un coup de téléx pour dire à un tel que la France va bien, voici le document. En quoi ça va nous avancer? D'accord. Évariste, c'est bon? Toujours la même logique ou... Les documents n'apporteront rien, la France fait du dilatoire, on attend plutôt que la France donne des documents qui l'impliquent elle-même la France, parce que c'est ce qu'on pense dans l'opinion, c'est la France qui est derrière, etc., etc. Vous avez donné le mot en fait, l'opinion, une certaine, c'est pas toute l'opinion, hein, une certaine opinion publique au Burkina ou même africaine, a vu derrière cette affaire l'amène la France. Et une certaine opinion aussi, portée par les avocats, ont cru que peut-être que la France allait elle-même venir délivrer. Mais de quoi s'agit-il en fait? C'est des documents produits par les administrations françaises, et notamment le ministère des Affaires étrangères. C'est des notes en fait diplomatiques, des notes d'analyse, des notes des services de renseignement, et des documents internes vraiment à l'administration française, comme on le dit. Maintenant, les faits se sont produits au Burkina avec des acteurs, ceux en tout cas visibles, étaient burkinabés.
dans un contexte que tout le monde connaissait. Bon, je crois que c'est pour un peu satisfaire un peu l'opinion. Mais en fait, il y a aussi une petite naïveté un peu africaine qui consiste à croire que tout vient, la lumière va jaillir parce que ça viendra de l'Hexagone. La France va venir éclairer les gens. Et la France, bien sûr, hein, les gens savent que même si... Ou de dire simplement que c'est la France qui a instigé l'assassinat. Mais c'est être naïf. Le président Sankara était anti-impérialiste. Alors donc la France en a fait donc un problème. Alors, mais vous savez, la France n'était pas le chef de file des impérialistes que je sache dans le monde entier. Et le président Sankara, paix à son âme, il s'est mis à dos beaucoup d'ennemis très, très, très puissants. Non seulement sur le plan international et même sur le plan national. Tout le monde n'était pas sankariste, hein, contrairement à ce qu'une certaine opinion toujours tente de le faire croire. Mais c'est un peu naïf, la France ne va quand même pas donner le bâton avec lequel on va utiliser pour le... Bon, en fait, c'est un peu enfantin, quoi, ce jeu de documents-là. En fait, bon, ça me faisait sourire, mais d'autant plus important que le contenu n'est pas public. Le contenu est laissé à l'appréciation, je pense, du juge d'instruction. Et même dedans, s'il y a des éléments qui peuvent compromettre des acteurs présents et aux sphères en fait, de l'État, moi, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas des arrangements ou des tris à ce niveau. Donc, finalement, cette histoire-là, bon... Alors, il y a aussi un autre aspect, et là, je vais peut-être regarder dans l'observateur qui en a parlé, mais qui est là, en fait, une opinion qui commence aussi à... ou qui existe, hein, c'est que les gens se disent, mais pourquoi la France choisit sélectivement de donner des archives liées à l'assassinat, en tout cas du président Sankara, alors qu'il y a d'autres assassinats aussi qui existent et que la France ne peut pas pouvoir aussi avoir des archives liées à ces assassinats. Vous savez très bien que s'agissant donc de cette période noire et triste de notre pays, des acteurs burkinabés ont décidé d'absoudre en fait d'autres acteurs et de béatifier d'autres. Donc, c'est ce qui nous a abouti à avoir des monuments pour les héros et pour les martyrs. Ça, c'est sûr. C'est d'abord, je pense qu'il faut d'abord lire cette contradiction interne. La France n'a fait que remettre ce qu'on lui a demandé. La France a répondu à une demande. Et la requête ne concernait donc qu'une période et des acteurs bien précis. Bien sûr, j'ai lu un peu la relation de l'Observateur, mais c'est quelque chose que... Il y a une omerta, il y a comme une sorte d'omerta sur une autre... page noire et sombre. On ne veut pas en parler, non, c'est interdit de toucher parce que bon, vous allez un peu écorner l'image d'un héros qu'on a prétendument fabriqué et il s'est donc... Non, mais c'est ça, c'est burkinabé. Voilà. Alors, je lis par exemple le passage de l'Observateur qui dit, c'est bien sûr à la page 6, une lettre pour l'ail, mais pas de là, ce dossier emblématique, s'il en fut, il est bien d'autres crimes que nos régimes d'exception ont pu salir notre histoire et dont les archives françaises pourraient contribuer à éclairer. Commençons par le commencement, car au commencement de la violence politique sanglante dans notre pays fut le coup d'État du 7 novembre 1982 et la mort non encore tracée du colonel de gendarmerie Badembié Pierre Claver-Nésien. Ouais, par exemple, on cite ce cas. On cite aussi le cas du colonel Yorian Gabriel Sommet, et du commandant Fidel Guébré. On cite aussi le cas du colonel Didier Tiendrebego. On cite le cas du commandant Amadou Sawadogo. C'est autant de cas. Oui. Justement, je reviens sur le cas du colonel Nébier qui était donc réfugié, qui s'était réfugié à l'ambassade de France. Et donc, l'ambassade de France, certainement, a des informations à dire et a de quoi parler, mais on vous dira non, la même opinion qui fait croire que, bon, qui veut faire l'histoire, vous dira que cette partie-là, la famille Nébier n'a pas porté plainte, que c'est prescrit et qu'on ne peut plus revenir là-dessus. Donc, voilà. On va en parler tout à l'heure sur d'autres développements de l'aspect. Blaise Kietega, est-ce que, quand on regarde un peu, est-ce que la France est sélective? Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels aussi il faudrait que les archives françaises parlent? Est-ce que la France est sélective? Elle n'a pas d'autre choix que d'être sélective. Les sources donc, de ces documents, comme l'a dit les doyens, les sources sont diplomatiques. Et je pense qu'il n'y aura rien d'extraordinaire. Hein. Ça, c'est un avis que j'assume. Il n'y aura rien d'extraordinaire qui puisse, pour moi, même si c'est de la prétention, mais je pense que on pourrait avoir quelques traces d'informations et tout. Mais comme on le dit, tout le monde sait aujourd'hui, aussi bien sous l'angle politique et aussi sous l'angle diplomatique, on sait les relations qui existaient entre la France et certains pays qui
avait déjà cette fibre révolutionnaire à l'époque. Et on sait aussi que le capitaine Thomas Sankara dérangeait beaucoup. On a aujourd'hui des données qui montrent que la France n'avait pas autre choix. Et puis bon, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut se dire tout net. Depuis la colonisation, on n'a jamais accepté, la France n'a jamais accepté l'indiscipline de ceux qu'il a enseigné. Ça, il faut le dire. On voit comment des intellectuels ont été torturés, de Cheikh Anta Diop en passant par Joseph Kizerbo. La France n'a jamais accepté que celui qui l'a enseigné hier lui dise non. Donc, du point de vue stratégique, moi je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire que la France étant impliquée... Est-ce que c'est pas trop en vouloir à la France que de dire que la France n'accepte pas, torture les intellectuels, etc. Est-ce que dans notre pays, nos États, nos pouvoirs en place ne torturent pas aussi les opposants? Pour autant, est-ce qu'on les liquide? Non, ou est-ce que la France serait donc celle qui liquide tout le monde? Non, quand je dis ça, ça c'est connu, c'est depuis même la colonisation. Quand ils sont venus, ils se sont toujours attachés. Non, ça c'est un fait. On n'a jamais utilisé le plus stratégique, le plus intelligent contre le plus faible. On utilise celui qui va faire l'intérêt et c'est généralement en interne ceux qui sont capables de continuer la logique de la domination, la logique de la colonisation. Et le président Thomas Sankara dérangeait. Il dérangeait non seulement en Afrique, dans la sous-région, mais il dérangeait aussi à l'international. Ça, c'est connu. Et on connaît aussi ses orientations sur le plan diplomatique. Il était d'orientation, entre guillemets... Il était non aligné. Marxiste-léniniste. Il était non aligné, c'est ça. Et donc, on ne pouvait pas accepter que du point de vue idéologique, cette fibre de revendication, de revoir les choses autrement, de requalifier les rapports entre les États-là, prospère. La France n'a aucun intérêt. Et je dis aujourd'hui que ces documents-là, personnellement, moi je pense que ces documents peuvent nous donner quelques petites miettes d'informations, mais à l'intérieur, ça ne va pas changer quelque chose fondamentalement dans le processus du dossier. Alors la question que je... Oui, d'accord. Oui. Je pense que d'abord, on a appris qu'au lendemain du coup d'État, les enregistrements de la gendarmerie ont été effacés par des militaires français. Et moi, je dirais, si on a besoin d'informations, il faut aller voir le Wikileaks. Il ne faut pas aller voir l'ambassade de France. Pourquoi le responsable de Wikileaks est toujours emmuré, embrigadé et puis ne peut pas sortir? Parce que c'est là qu'ils sortent les vraies informations. Ce ne sont pas les informations qui ont été distillées, qui ont été filtrées, qui vont vous... Si vous voulez ramasser tout, il faut ramasser, comme si vous partez à la pêche, vous jetez votre filet, vous ramassez tout ce qu'il y a à l'intérieur au fond de la mer, et c'est dehors que vous triez. Mais vous attendez que quelqu'un trie et qu'il vous donne quelque chose. Je dirais, comme Évariste, il faut vraiment être bien naïf pour croire qu'on va vous donner le poisson que vous voulez. D'accord, mais la question est là. Est-ce que les autres cas d'assassinat, aussi d'officiers, à des moments aussi de la violence politique, est-ce que aussi la France doit donner des informations? Si on prend le cas de Nizier, du colonel Nizier, par exemple, qui a été négocié par des officiers avec l'ambassadeur Gaston Boyer, c'est comme ça. Et puis bon, après on a vu qu'il était... Vous savez que dans tout, aujourd'hui, l'histoire de notre pays, les affaires sont supportées par des groupes. Malheureusement, le colonel Nézin Badembié, Didier Kendrebero, ne font pas partie du groupe qui pouvait les soutenir. Ça, c'est l'histoire de notre pays. Oui, mais on est dans un État, il y a forcément... Attendez, l'État est responsable. Ce que je vais dire, si vous prenez la chronologie des assassinats, Thomas Sankara n'est pas le premier à être assassiné. Pourquoi ceux qui ont été assassinés avant lui ne sont pas des dossiers emblématiques? Parce qu'ils n'ont pas derrière eux quelqu'un qui les porte. Ils n'ont pas derrière eux un lobby qui les supporte. Aujourd'hui, je touche du bois. Il y a des gens que vous ne pouvez pas toucher parce que c'est comme chez nous, chez les Mossé. Quand tu es un enfant d'un chef là, les gens du village ne te frappent pas. Parce qu'ils savent que s'ils te frappent, il y a toute la meute derrière toi. Or, si tu es l'enfant de Tartampion là, on te frappe et puis on te bat, il n'y a rien. J'ai dit, le président Thomas Sankara faisait partie d'un groupe qui le soutient. Et ce groupe-là ne démord pas. Aujourd'hui, si quelqu'un d'autre fait quelque chose et qu'il meurt, j'ai dit on va l'enterrer sur la route du cimetière de Léo, et puis c'est fini, on revient à la maison. D'accord, maître.
pendant que nous y sommes aujourd'hui, nous sommes dans une phase, dans un processus de réconciliation où il faut aller vers une sorte de catharsis. Est-ce que c'est tous ces dossiers dont il est question aujourd'hui? Est-ce qu'il faut, bien sûr, chercher la lumière sur tous ces dossiers? Non, moi j'ai répondu à cette question la dernière fois que j'étais là. Il dit il faut un processus pour qu'un dossier soit entre en justice ou bien dans un système de réconciliation. Il faut un processus. Et j'ai dit ici la dernière fois que seule une loi nationale peut permettre de rouvrir ces dossiers. Parce que, comme je veux dire, quand ces gens sont morts, il n'y a pas eu de mise en branle de la justice. Jusqu'à ce qu'il y ait prescription. Ce n'est plus possible. Le droit, c'est le droit. On dit que c'est dur, dur à l'ex, c'est l'ex. On n'a pas mis en branle la justice. Le dossier de Thomas Sankara est là parce que la justice a été mise en branle. Et donc, si la justice n'a pas été mise en branle et que le temps de prescription arrive, c'est fini. Seule une loi peut venir ressusciter ces dossiers-là. Ou même seule une décision constitutionnelle peut permettre d'ouvrir ces dossiers et puis de chercher la lumière. On dit que la France, n'est-ce pas, est sélective, mais c'est faux. La France ne peut pas vouloir vous donner des dossiers sur Ouézen Badembié, alors que vous ne lui avez pas demandé. D'abord, il faut préciser une chose. On dit que Badembié était à l'ambassade de France. Ce n'est pas certifié. Ce n'est pas certifié. Parce que moi, j'ai des informations selon lesquelles il n'était pas là-bas. Et je l'ai mentionné dans mon ouvrage « Thomas Sankara et la révolution au Burkina Faso ». Mais il aurait eu donc une négociation entre les officiers. Oui, mais bien sûr, puisqu'il s'était réfugié quelque part. Et on le cherchait. On le cherchait avec Haring. Ils sont passés plusieurs fois à la gendarmerie, puisqu'il était le commandant de la gendarmerie. Là. Oui. Voilà. Ils sont passés plusieurs fois ils logeaient là-bas, dans l'enceinte de la gendarmerie. Ils sont passés plusieurs fois à son domicile, ils ne l'ont pas vu. Et la dernière fois, ils ont criblé son domicile de balles. Donc, il était recherché, tout le monde le savait. C'est lui qu'on cherchait avant tout, Nézé Badembié. Et donc, c'est pour ça que les négociations ont été entreprises à travers l'ambassade de France pour sa libération. Est-ce que vous avez vu? Mais ça ne veut pas dire qu'il était nécessairement réfugié à l'ambassade. Oui, dans tous les cas, il y a une implication d'une tierce personne, qui est l'ambassadeur, qui a participé à ces négociations. Oui. Donc, il y a aussi des garanties et qui doit peut-être aussi en savoir plus. Tout à fait. Parce que mais il faut qu'il y ait un processus pour que la personne fournisse ces informations. Ou alors, il faut qu'il y ait un déclassement des documents diplomatiques, ou alors que les chercheurs s'y intéressent. Par exemple, à l'heure actuelle, là, il y a des documents qu'on retrouve concernant la révolution soviétique. Parce que tout simplement, après la fin de l'Union soviétique, les Russes ont déclassifié les dossiers. Est-ce que vous avez vu? Actuellement, il y a des documents qu'on retrouve au Vatican concernant le rôle de Pie XII pendant la guerre de choses. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ces dossiers n'étaient pas déclassifiés. Voilà. Donc, il y a tout un processus. Donc, il faut toujours distinguer ce que l'opinion dit de la réalité et du droit. Les choses ne fonctionnent pas comme ça au hasard. Il faut un processus pour que quelque chose s'enclenche. La France ne peut pas venir dire, voilà le dossier Didier Tiendebego, voilà ce... Non, il faut un processus dans lequel maintenant il y ait coopération. Mais si maintenant, en ce moment-là, la France refuse de coopérer, c'est là qu'on peut dire qu'elle est sélective. D'accord. Alors, Tchedga, sur cette question de soit revenir sur tous les dossiers qui n'ont pas eu peut-être la chance d'être mis en branle au niveau de la justice, il faut donc revenir là-dessus pour qu'il y ait une sorte d'égalité ou d'équité même, on va dire comme ça. Moi, là, je suis d'accord avec Maître pour dire que ouais, il faut peut-être une loi. Mais au-delà de ça aussi, bon, ça, il faut remonter même depuis même les indépendances, c'est pu venir. Hein. Et les crimes d'État, comme on est, entre guillemets, là, c'est important dans le cadre donc, d'un processus comme la réconciliation plutôt, de voir comment il faut mettre ça dans des matrices assez fixes pour voir comment est-ce qu'on peut remettre ça sur la table du débat, pour voir comment enclencher une nouvelle dynamique en termes d'innovation sociale. Alors, Évariste? Non, moi je suis d'accord avec Maître, parce que si on veut bien faire, il ne faut pas que cette histoire qu'un groupuscule André Griff veut en fait ériger comme étant l'histoire officielle de notre pays, elle est totalement fausse. Malheureusement, nous sommes dans un pays où la recherche universitaire est très difficile et Maître a parlé des recherches, mais ça va être très bien que quand vous êtes un chercheur,
La première difficulté à laquelle vous êtes confronté, c'est la documentation. Tout de même, aller dans un seul ministère, demander des informations, vous allez vous retrouver confronté à un mur. C'est très difficile de faire de la recherche en Afrique. Maintenant, moi je suis d'accord que si on veut bien faire les choses, parce qu'il s'agit donc d'une partie de l'histoire de notre pays, il ne s'agit pas là de... On nie pas au fait... la qualité de président, le président Thomas Sankara, il a été président, il a posé des actes. Tout ce que nous voulons, c'est que, en fait, les zones où les pages sombres, on commence l'histoire à la page 1, mais pas à la page 2, ou 3, comme beaucoup de gens veulent le faire. C'est tout ce que notre bataille est ça. Et s'il faut prendre une loi d'envergure nationale pour permettre la remise de tout. Pour dire à Kendra, on pense quand même qu'on cadre. Moi, je veux bien. Lamizana, on peut dire des choses sur lui, mais on a fait déjà la Révolution a fait son procès ici, et tout le monde sait qu'il n'y a pas... On connaît les périodes troubles, les périodes vraiment charnières de notre pays. Ça commence à partir d'une... On peut les délimiter, hein, cette période. Et là aussi, les gens... Bon, certains aussi pensent que c'est remuer le couteau dans la plaie. Non, c'est l'histoire, c'est réécrire l'histoire, faire la vérité. Et que si les familles où il n'y a pas eu de groupes qui ont donc œuvré à ce que ces dossiers soient... Je l'ai dit ici la dernière fois que non seulement l'initiative de saisir la justice pouvait revenir donc aux familles, mais le procureur aussi à l'époque pouvait aussi agir, mais il n'a rien fait. Et pourtant, le code pénal était toujours en vigueur. Je ne crois pas qu'on ait suspendu le code pénal pendant ces périodes d'exception. Donc, voyez, c'est toujours du 2 poids 2 mesures. Donc, si on veut vraiment bien faire cette histoire-là, il faut que nous ayons le courage de nous regarder en face, de nous asseoir et de nous regarder en face. André Djenibou, vous terminez ce sujet. Oui, bon, c'est pour Réconciliation oblige, faut-il oui, non, mais attends, oui, déterrer tous les dossiers? Vous avez prononcé le mot. Mais de toutes les façons, j'ai parlé des groupes qui soutiennent le dossier ou bien mettre à parler d'une loi nationale. Mais les lois ne s'écrivent pas ex nihilo. Ce sont les gens qui portent les prémices de la loi et qui les font prospérer. Or, malheureusement, il y a certains morts au Burkina, certains assassinés au Burkina, qui n'ont pas ce groupe-là derrière eux. Aujourd'hui, je ne vois pas un... D'ailleurs, la preuve évidente qui nous a été donnée, c'est quand le président Michel Kafando est arrivé, il a dit, par le fait du prince, on ouvre le dossier. Ça voulait dire ce que ça veut dire. Je crois que... Mais pour l'histoire, pour notre histoire, je suis heureux que Évariste le dise. Vous savez, l'histoire s'écrit en ajoutant toujours quelque chose à l'histoire. On n'écrit pas l'histoire en retranchant des choses. Or, malheureusement, au Burkina, nous avons l'art de retrancher les choses et d'écrire ce que nous voulons. Ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mauvais. D'accord. Or, malheureusement, au Burkina, les gens ont un nez sélectif pour notre histoire. Merci. Une seconde, maître. Voilà, c'est pour dire que non, il y a une mauvaise conception de l'écriture de l'histoire que André Eugène Ilboro a soulevé ici. Quand vous dites l'histoire au Burkina, est-ce que c'est ce qui est enseigné dans les lycées, etc. Et dans les lycées et au collège? C'est différent. Sinon, ceux qui vraiment ont traficoté l'histoire, ce sont les révolutionnaires russes, les bolcheviks. Donc, en fonction des régimes, on effaçait même des portraits de gens sur les images officielles. Vous avez déjà vu ici, ça ici? Mais ici aussi, on a débaptisé des rues, non? Non, attendez. Ça aussi, c'est pas l'histoire. Non, ça, c'est toujours. Tout le temps, c'est comme ça. Moi, j'étais en France, j'ai fait plusieurs villes en France, et selon les conseils municipaux, on débaptisait des rues et on nommait d'autres rues. Même en France, vous avez vu qu'on a débaptisé un passage pour nommer ça passage Thomas Sankara. À Montpellier, il y a une rue qu'on a débaptisée pour nommer rue Thomas Sankara. Donc, ça c'est un processus normal. Maintenant, dire qu'ici au Burkina Faso, vous ne pouvez pas empêcher, dans un système de liberté d'opinion, quel gens aient une opinion sur telle chose ou telle chose. Maintenant, est-ce que c'est ça l'histoire? L'histoire, ce sont les faits. Voilà. Maintenant, est-ce que ça c'est l'histoire officielle? C'est ça le problème. Et même quand vous prenez le livre d'histoire, en fonction de l'orientation de l'auteur, c'est plus ou moins, les analyses sont différentes. D'accord. Alors, dans tous les cas, il y a une proposition du chef de l'État qu'il soit réécrit l'histoire générale du Burkina. C'est peut-être l'occasion d'intégrer. Pourquoi Joseph Kizerbo a été amené à écrire, n'est-ce pas, Histoire générale de l'Afrique. C'est pas lui seul. Et même les choses là. Non, attendez. Oui. Pourquoi même l'ONU a trouvé nécessaire d'écrire l'histoire générale, l'UNESCO. Oui, l'UNESCO, c'est l'ONU. Bien sûr. D'écrire l'histoire générale de l'Afrique. Parce qu'on avait remarqué que ce qui se disait de l'Afrique n'était pas tout à fait exact par rapport aux faits réels. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est pas dire que ça c'est propre au Burkina Faso, c'est une analyse biaisée. D'accord. Merci, maître. Oui. Et je pense que je suis totalement d'accord avec maître que l'enseignement de l'histoire dans nos pays cause problème. Et c'est ça aussi. Vous ne pouvez pas à un certain moment, le doyen n'a parlé de groupe.
Oui, au-delà du groupe, je pense qu'il y a tout un idéal que cette période-là a apporté au peuple burkinabé. C'est ce qui donne l'impression qu'une certaine opinion, on est dans une opinion de quelques individus. Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que justement, du CP1 jusqu'à l'université, que nous enseigne l'histoire de notre pays. On ne peut pas avoir un contenu de nos livres d'histoire à 60% pour enseigner l'histoire de la France, l'histoire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Je disais, par exemple, nous qui avons fait par exemple, la sociologie à l'université de Ouagadougou, vous connaissez l'histoire même de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, mais vous ne savez même pas ce qui s'est passé au Burkina Faso de 1919 à 1960. Ça cause un problème. Et je pense que ça nécessite vraiment une révision de nos livres d'histoire. Et ça va permettre d'avoir aussi des individus déjà qui ont une certaine connaissance de notre histoire. Et là, les opinions par rapport aux périodes, ça peut aller dans tous les sens. Les opinions ne doivent pas passer sur les faits. Voilà. Bon, je pense que c'est une transgression parce que nous sommes en train de parler d'un problème bien précis. Il s'agit donc de rétablir la vérité des faits par rapport à des événements qui sont passés dans notre pays. Maintenant, je suis d'accord pour revoir le programme d'histoire de notre pays, mais n'oubliez pas que le Burkina fait partie du CAMES, qui est tout un ensemble et tout. Le Burkina tout seul ne peut pas s'asseoir et puis décider tout seul sans concertation. Mais pour ce que nous disons là, c'est de rétablir la vérité des faits par rapport à des événements qui sont passés dans notre pays. Merci. Voilà. Merci. On continue ce débat avec le sujet à l'Est. La marche organisée par le mouvement Ougoulmo Fi, qui a donc en tout cas rassemblé beaucoup de monde pour réclamer des infrastructures routières, pour réclamer aussi le désenclavement, mais aussi le développement de la localité. On va regarder un peu. La capitale de la région de l'Est, comme vous ne l'avez jamais vu. Des militants du parti au pouvoir côtoyant ceux de l'opposition, des partisans des deux chefs coutumiers qui se regardent en chien de faïence depuis des mois, mais dans la main, des syndicalistes, des citoyens de toutes les communautés, bref, comme un seul homme, les populations du Goulmou ont eu leurs divergences le temps d'une matinée pour se dresser contre ce qu'elles qualifient de délaissement de la région de l'Est. Si les maux qui minent la localité sont divers, force est de constater que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est bien l'état très dégradant de la RN4 dans sa partie Gungenfada. Et surtout, ce qui est malheureux, c'est surtout le corridor. C'est un corridor vraiment qui est beaucoup rentable pour l'État. Et on cherche à comprendre pourquoi on ne fait pas un effort pour nous réparer cette route. Malheureusement, l'État refuse, on ne sait pas. Mais nous souhaitons vraiment que cela soit accéléré. Vraiment, la vie de ce pays-là, on voit que vraiment on est abandonné même. L'insécurité, là, vraiment, nous abat ici. On n'est pas en paix, on ne dort pas en paix. Oh, le chercher, la santé, ça ne va pas. Oh, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout citer. Dans les rues également, des manifestants venus de partout. Ils viennent de l'Europe, des autres régions du pays et de la capitale burkinabé. La lutte est noble, disent-ils, et l'événement historique. Ce que nous voyons, l'oubli d'une région qui peut être la locomotive d'une nation. Et ça, nous sommes engagés à 100% pour que ceux qui ont l'oreille attentive, ceux qui ont l'écoute attentive, puissent comprendre qu'en fait, derrière une région, il y a un peuple. Que ce soit sur la question de l'exploitation du phosphate qui doit profiter aux populations ou que ce soit encore sur la question des infrastructures. Et vous avez fait la route jusqu'à ici, vous avez compris que Gungen Fada, c'est déjà un calvaire. Fada, Kanchari et toutes les autres localités, c'est encore des calvaires. Et nous espérons que ce message qui a été porté ce matin va atteindre les autorités et qu'il y aura des éléments de réponse. Les élèves, ça nous pénalise. Vous avez vu le sachet, notamment plusieurs personnes meurent, pouvaient être sauvées. Oui, c'est un matériel, notamment le coupure de courant ineffectif. Voilà, les routes, ce sont une véritable calamité. Voyez, donc nous voulons que le gouvernement nous comprenne. Derrière cette manifestation qui se veut inédite, le mouvement Ougoulmo Fi, contre vents et marées, il a tenu le pari de la mobilisation. Une trentaine d'organisations sont membres de ce mouvement d'ensemble qui n'est qu'à son début. Au cœur de ces revendications, la question du réseau routier de la région, l'état des centres de santé, la situation sécuritaire et l'exploitation minière. C'est pourquoi
le mouvement, bien sûr, ne peut pas s'arrêter, en tout cas, à la seule manifestation de ces jours. De ces jours. Naturellement, on va toujours, en tout cas, rester, comme je le disais, en tout cas, voilà, sur la veille, et puis voir effectivement l'évolution sur le terrain. Et en fonction de cela, les structures membres donc, du mouvement apprécieront et en tout cas des perspectives seront dégagées en fonction donc du constat réel qui sera fait sur le terrain. Marche, mais également meeting de dénonciation au cours duquel les responsables du mouvement ont fait le point sur leur rencontre avec le chef de l'État. Un tête-à-tête qui n'a donc pas pu désamorcer la bombe, car plusieurs éléments de réponse du chef de l'État aux revendications ont été perçus comme du saupoudrage. Merci. Vous avez tout suivi. Hein. On réclame le développement, c'est la disparité des régions. Je prends un exemple simple hein, pour ce qui concerne la santé, l'offre de santé. Il est dit qu'au Burkina Faso, nous avons 500 chirurgiens pour 20 millions d'habitants. Et pour l'Est, un chirurgien pour 2 millions d'habitants, par exemple. Ça, c'est un cas concernant la santé et bien d'autres choses. Hein, le taux de pourcentage en termes de ressources phoniques, 75%, 40% de ressources halieutiques, 17% du territoire dominé par des terres riches, mais jamais exploité. C'est autant de réalités, mais est-ce que c'est seulement l'Est ou l'Est aujourd'hui a pris conscience de son problème? Kedga. Non, en termes d'infrastructures sanitaires, je pense que vous avez mis l'accent sur la question de la santé, mais tous les autres aspects du développement. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler des déséquilibres pour certaines régions, mais pour certaines régions, on sent déjà qu'il y a du nécessaire qui est déjà là, mais il suffit justement d'optimiser en termes de ressources humaines et puis de regarder aussi comment améliorer donc, les infrastructures. Pour ce qui est spécifiquement de la santé, où j'ai eu la chance quand même de côtoyer, je pense qu'on a un sérieux problème. Au-delà donc de ces chiffres, 2 médecins pour 2000 personnes, 2 chirurgiens pour 4000 personnes, etc., etc., il faut au-delà de voir, en fait, moi, je pense qu'on gaspille trop en termes de ressources humaines. On peut essayer même si pour l'instant, en matière de formation, on a des difficultés pour obtenir donc, des spécialistes dans un certain domaine, ou du moins dans des spécialités comme la chirurgie, etc., etc., on peut voir dans quelle mesure optimiser les ressources humaines. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent servir dans 2 ou 3 régions en même temps. Et il peut y avoir de la planification pour certaines pathologies spécifiques. Donc, pour ce qui est en tout cas des infrastructures sanitaires, il y a beaucoup à faire. Et plus spécifiquement, tout dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des images de la Tapoa dans un CSPS où vous voyez des matelas déchirés. C'est ces matelas-là qu'on couche les malades. Ça nous pose un sérieux problème. Alors qu'on sait que si on fait de la planification, on peut optimiser à la fois au niveau des ressources humaines et aussi à la fois aussi avec le dispositif qu'on a. Je disais aussi à quelqu'un dernièrement qu'on prenait un exemple très simple, même dans le secteur de la sécurité. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on ait le génie militaire pendant qu'il y a des commissariats où il n'y a même pas de mur. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que le Burkina Faso ait une maison de cimenterie et qu'il n'y ait pas un processus, n'est-ce pas, de voir comment signer des accords stratégiques pour pouvoir, n'est-ce pas, clôturer certains commissariats. Donc, je pense qu'on a un problème vraiment d'optimisation des ressources. Et puis, on a aussi un problème d'investissement. Voilà, d'investissement, et je pense qu'on n'a pas élaboré les plans locaux de développement et les plans communaux de développement pour les jeter à la poubelle. Tout dernièrement, j'étais à Fada, je regarde la plaque même du gouvernorat comme ça, c'est déchiqueté. On a un problème. Alors, Évariste, pas de route pour aller à c'est les gilets rouges, Fada. C'est les gilets rouges version burkinabé. Non, c'est triste, mais c'est la réalité. Ça vient une fois de plus nous montrer le fossé, la fracture qu'il y a entre tout ce que nous appelons notre processus démocratique. En sortant d'une élection, je pense qu'il y a des élus, il y a des conseillers municipaux, il y a tout ça, c'est là-bas. Bon, je ne sais pas les résultats des élections, mais bon, quand même. Mais c'est vrai, il faut reconnaître que c'est une région comme les autres, comme le Sahel, le Nord et autres, qui sont éprouvées par le terrorisme. Ça, c'est sûr. Mais concernant, moi, c'est des questions de développement, hein, c'est vrai. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec tous les aspects posés parce que quand on parle des matelas déchirés dans les CSPS, ce n'est pas le gouvernement qui doit venir entretenir le matériel. Récemment, on a vu pour le cadre de l'hôpital ici. Bien sûr. Bon, parce que le problème aussi des Africains, c'est qu'on ne sait pas entretenir.
Je prends par exemple, je fais une digression, prenez la RAN. Les colons qu'on ne les aime pas ont mis en place. Mais depuis la mise en place jusqu'à maintenant, il n'y a rien, ça se détériore. On ne s'est pas investi pour maintenir. Ça, c'est un aspect. Donc, une fois que, puisque pour le CHR de Fada, il semble que c'est devenu le matériel devenu vétuste et autres, mais ça, c'est la gestion des hommes. Et qui gère? C'est le politique. Et le politique, c'est qui? C'est les gens les mêmes là qui sont dans la rue vont élire pour diriger. Donc, moi, je trouve que c'est un problème global. Mais en revanche, ce qui est sérieux et sincère, c'est sincèrement là où moi je trouve que c'est nécessaire la sécurité. Mais maintenant, eux, ils viennent développer tout un ensemble de problèmes liés au développement. Oui, mais la route participe aussi à la sécurité. Je suis d'accord, la route aussi, mais ça c'est un état général. Je ne suis pas sûr que ça soit le seul axe. Bon, il y a d'autres, hein, mais vous voulez pour la route quand même, je pense que pendant la campagne récemment, on en a parlé et ça a même été le lancement même des travaux avec des gens, je pense, indiqués. Maintenant, c'est le démarrage effectif peut-être. Ça, c'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des problèmes essentiels de développement que ces gens-là portent. Bon, maintenant, est-ce que dans le processus démocratique dans lequel nous nous sommes inscrits, à un moment donné, ils n'ont pas la possibilité de s'inscrire ou bien... Parce que ça veut dire que quand tu vois tout ce monde-là dehors, il y a quand même un problème très, très sérieux. Bon, est-ce qu'il y a un problème de légitimité politique ça, en fait. à la base? Je me pose toutes ces questions-là. Parce que, on va les mettre, est-ce que aussi, si on regarde, on fait l'analyse, le fait qu'il y ait une crise du trône là-bas, le fait qu'il y ait l'insécurité, est-ce que tout ça ne crée pas aujourd'hui des conditions où des populations se sentent totalement délaissées et veulent maintenant, aujourd'hui, prendre leurs responsabilités pour parler? Oui et non. D'abord, il faut dire que le problème de développement là, moi je parcours le Burkina Faso. Hier, quand vous m'appeliez là, j'étais dans un village reculé loin de Ouagadougou. Il n'y avait même pas de réseau. Je vous ai envoyé des messages même qui ne sont pas parvenus. Il n'y avait pas de réseau. Donc je connais le Burkina Faso profond. Et les problèmes de développement se posent partout. Partout. À Ouagadougou, ici, là, allez dans les commissariats de police, allez dans les brigades de gendarmerie. Voyez l'équipement qu'il y a là-bas. Ils sont dénués totalement. Allez dans le bureau des accidents du commissariat de police de la Patte d'Oie. Voyez l'état dans lequel il se trouve. Je suis intervenu dans une école primaire à Ouagadougou. J'étais surpris de l'état de l'établissement. Il y a des trous même dans la salle de classe contre lesquels les enfants peuvent buter et puis tomber. Donc, il ne s'agit même pas d'aller jusqu'à Fada pour voir l'état de dénuement du Burkina Faso. À Ouagadougou, ici même, ça se trouve dans c'est ceux qui ne voyagent pas qui ne s'en rendent pas compte. Le problème de développement, là, c'est partout. Maintenant, deuxième élément, il faut se rendre compte que l'État est un commerçant. L'État intervient là où il peut tirer quelque chose. Donc, si l'État se rend compte que dans une région, il n'y a pas beaucoup à tirer, il n'investit pas. C'est comme le fisc. Pourtant, quand on regarde le potentiel de l'Est, quand même... Oui, attendez, M. Loukman, j'arrive. Mais en matière de potentialité, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que les locaux font pour rentabiliser ça et attirer l'État? C'est ça aussi. Quand vous allez à Fada, par exemple, vous verrez qu'il y a très peu de choses là. Restauration, lieux de divertissement, il n'y en a pas beaucoup. Pour une grande ville régionale comme Faran Gourma, qu'est-ce que les locaux font pour rentabiliser ce qu'ils ont et amener l'État à intervenir? C'est ça, parce que le développement local, c'est ça. Il faut rentabiliser vos potentialités et là, nécessairement, que vous le vouliez ou pas, l'État va venir. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, troisième élément, moi, je pense que c'est un faux problème. Leur marche là. Évariste Concevoir a soulevé le problème ici. Nous sommes dans un État démocratique. Nous venons de sortir des élections. Ils ont voté pour des gens. Ils connaissent leurs problèmes. Et ces gens pour lesquels ils ont voté là, ils ont soumis le problème ou ils n'ont pas soumis le problème? Ils ont été reçus, le mouvement a été reçu par le président Kaboré. Voilà. À la veille, bien sûr, de cette manifestation. Et donc le président Kaboré a dû leur dire quelque chose. Ou alors ils n'ont pas soulevé ce problème. Qu'ils viennent voir directement le président Kaboré pour dire, mais voilà, tu nous avais dit ça, qu'est-ce que tu fais? Ça maintenant c'est du populisme. Et s'ils veulent vraiment être sérieux, qu'ils marchent de Fada à Ouagadougou. Voilà, on saura qu'ils sont vraiment sérieux. Est-ce que vous avez vu? Sinon, moi, personnellement, je connais la route de Fada. J'ai pris ça plusieurs fois. Maintenant, là, c'est devenu un bitume, une autoroute. C'est devenu une autoroute. Parce qu'à l'époque où je prenais ça, il y a des trous dans lesquels, quand une petite voiture entrait, elle ne pouvait plus le sortir. On ne voyait même plus la voiture. Tellement il y avait des trous très profonds.
Et donc, il y a eu un système de balissage là, où, vous savez, la façon de, comment je vais le courir le goudron là. Oui, oui. Voilà, ils ont procédé à ça et ça a bouché un peu les trous maintenant. Donc maintenant, bon. Mais ça reste toujours quand même un problème comparé à d'autres routes nationales. Quand tu prends la route nationale Bobo, de Kaya, de Ouaïguia, Monsieur Loukman, c'est pas pareil. Non, Monsieur Loukman, n'oubliez pas ce que j'ai eu à vous dire. Ouara Bobo là, on a refait ça combien de fois? Parce que c'est très rentable. C'est beaucoup plus rentable. Rien que ce que les compagnies de transport font, Ouara Bobo là. Moi, j'emprunte toutes les voies. Je connais la fréquence des routes. C'est pour ça qu'on a refait ça. Ouara Coupé là, ils ont refait ça plusieurs fois. Pourquoi? C'est l'intérêt que ça rapporte. Maintenant, quel est le trafic à partir de Gongé jusqu'à Fara, etc. Et avant qu'ils ne le fassent les routes. Mais Fara aussi est adossé à deux pays. Je sais. Par exemple, le Niger. Monsieur Loukman, mais le commerce, et le Bénin. Ce qui se passe là-bas, là, ce n'est pas aussi important. Voilà. Entre ce qui se passe à partir de Coupé-là jusqu'au Togo, au Ghana, et il y en a même qui, pour aller au Bénin, passent par Coupé-là, ils font Lomé, Cotonou. Est-ce que vous avez vu? Donc l'État, avant même d'intervenir dans une route comme ça, là, il pose des balises qui comptent le nombre de choses, des véhicules qui passent et les poids. Est-ce que je le sais parce que je fréquente des routes qui sont souvent qui font l'objet d'intervention. Donc l'État apprécie pour voir quel est le nombre de véhicules qui passent par jour, quel est le poids, etc., et pour décider des priorités. Donc, c'est pour vous dire que l'État n'intervient pas au hasard. Cela dit, la route de Fara, c'est important, il faut le dire. Et on ne peut pas dire que c'est parce que la région de Fara est délaissée, parce que la route va jusqu'au Bénin, va jusqu'au Niger et au Nigeria. Donc, s'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, est-ce que l'argent n'a pas été dévié de sa destination finale pour aller financer des campagnes électorales, etc. Mais sinon, moi, j'ai l'impression que le projet est bouclé depuis longtemps. Sinon, ce n'est pas une question, n'est-ce pas, d'abandon d'une région. Quand vous parcourez le Burkina Faso, vous voyez plein de situations de ce genre. C'est simplement parce que la région de Fara, n'est-ce pas, comme vous avez dit, il y a un trafic important. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça fait partie des premières routes bitumées au Burkina Faso. Moi, j'ai pris la route quand elle venait d'être bitumée pour faire Ouagadougou-Niamey. C'est dans les années 83, je pense, là. Voilà, l'une des premières routes bitumées. Merci, donc, maître. on ne peut pas dire que c'est abandonné, parce que d'autres routes n'ont pas été bitumées à cette époque-là. D'accord, merci, maître. André Géniboudou, sur cette situation. Bon, je dirais, je crois que toutes les 12 autres régions pourraient marcher comme ce que la région... Est-ce que toutes les 12 autres régions ont les mêmes problèmes que Fada? En tout cas... Il appartient aux populations de Fada d'apprécier leur situation. Oui, je vais dire, si c'est la question du développement... En dehors peut-être de Ouagadougou et de Ouaga 2000, où nous nous trouvons, où presque toutes les routes sont goudronnées presque à Ouaga 2000, à l'intérieur de Ouaga 2000, mais vous prenez la route de la cité de la démocratie, la Padoua, qui juste Ouaga 2000, il n'y a aucune route n'est goudronnée là-bas. Je vais dire, la question du développement, c'est vrai qu'il pose un problème, mais c'est une question générale qui est au niveau du Burkina. Maintenant, est-ce que nous avions une vision assez claire de notre pays de comment faire pour résoudre les problèmes, même là où ce n'est pas rentable? Et ça, je ne suis pas d'accord avec Maître, parce que l'État ne peut pas simplement regarder là où c'est rentable. C'est en ce moment-là que les classifications font, où on va dire, par exemple, l'éducation est improductive, donc on n'investit pas dans l'éducation. Je vais dire, aujourd'hui, si on veut développer le Burkina, je pense qu'il y a deux mamelles qu'il faut regarder vraiment en profondeur. C'est la question de la santé, ils en ont parlé, mais c'est la question de l'éducation aussi. On est en train de faire des assises sur l'éducation, je ne divise pas, mais il faut qu'on fasse des assises de la santé. Parce que ce sont les deux mamelles sur lesquelles la population a grand-chose à tirer. Sinon, le fait que les gens protestent, les gens marchent, je veux dire, mais c'est tout le pays qui va marcher parce qu'il n'y a pas une Alors, on va très rapidement aller, Évariste, quelques secondes. Moi, c'est sur la question de l'exploitation du phosphate. Bon, ils ont dit oui, il faut que ça profite aux habitants de la zone. Je suis totalement d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas rendre ça effectif? Je ne sais pas, d'autant plus qu'on a un ministre de l'énergie qui est très proactif dans ce domaine. Donc peut-être que c'est des questions qui vont se résoudre. D'accord. Ketra? Moi, je pense que la situation sécuritaire de l'Est là, nécessitait, comme un peu dans le Sahel, là, un plan d'urgence pour résoudre des questions sur un certain nombre de questions, notamment les questions des voies, parce que ça va aussi avec la sécurité, et surtout cette route-là, quand même, qu'on a emprunté aussi comme maître. Mais je pense que l'État ne peut pas continuer cette logique coloniale-là, qui consiste à dire, on sait que les premières routes en Afrique, là, quand le colon traçait une route, là, c'est parce qu'il y a une richesse minéralière.
L'État ne peut pas se comporter... L'État ne peut pas continuer ça parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on est dans la stimulation d'un certain nombre de secteurs aujourd'hui en matière de développement. Et souvent, on peut créer... on peut créer un certain nombre d'opportunités dans certaines régions. Je pense que la région de l'Est, elle est assez peut-être moins stratégique en matière de développement. Et je pense qu'on doit vraiment travailler de façon urgente à résoudre la question de cette voie-là, parce que c'est une priorité. Une priorité d'abord sécuritaire, mais une priorité aussi qui va peut-être aussi rentrer... De développement, bien sûr. On dit que le développement, la route du développement passe par le développement. Voilà, parce que la région de l'Est, elle est vaste. D'accord. Pour dire que c'est vrai, c'est bien d'interpeller l'État, mais les principaux acteurs de leur développement, ce sont les élus locaux. Et je ne sais pas, je dis, je n'ai pas les résultats des élections, mais je suis sûr que vous allez trouver des gens qui ont battu le macadam et qui ont pourtant fait des choix. C'est dans ça qu'il faut travailler. Il appartient donc aux élus locaux de valoriser, et à travers des programmes, des projets, parce que c'est une région qui est très riche. Et paradoxalement, les populations sont pauvres. On n'arrive pas à comprendre. C'est une zone où il y a des mines, c'est une zone où vous avez des forêts, et tout. Donc on ne comprend pas. C'est d'abord eux d'avoir les premiers acteurs. C'est-à-dire qu'ils ont posé des problèmes locaux, voilà, régionaux. Mais nous, au sein du mouvement fédéraliste africain, nous avons proposé la solution à ça. Nous avons proposé la fédéralisation du Burkina Faso. C'est-à-dire que le Burkina Faso devienne un État fédéral en fonction de l'histoire et des potentialités des régions. Si, par exemple, le FADA, la région de l'Est, constituait un État autonome au sein d'un État fédéral, comme par exemple les 54 États américains, mais chaque État aurait son gouverneur ou son premier ministre avec ses élus locaux, avec son budget local, et qui allait directement s'intéresser aux problèmes locaux de développement. À l'ouest, ce serait pareil. Au nord, de la même façon. Mais malheureusement, nous, on ne nous écoute pas. Parce que nous n'avons pas l'argent. Merci. Moi, je pense que la décentralisation et les plans... Voilà, concourt à tout ça normalement. Merci à tous. Juste pour terminer avec le troisième sujet, il s'agit du décès donc, de Idriss Itno Déby, le président tchadien donc, qui est décédé. Et les questions se posent toujours. Moi, je commencerai, Maître, est-ce que Déby, qu'on commence par là, Idriss Déby, c'est encore la France qui, par un complot, a éliminé Idriss Déby? Est-ce que c'est encore la rébellion? Qu'est-ce qui s'est au juste passé? Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement, Idriss Déby? Non. Ça dépend. Hein. Bon, pour le moment, il y a le langage officiel qui voudrait qu'il soit mort au front. Mais tout n'est pas encore élucidé. Voilà. Mais que ce soit, si c'est la France qui est intervenue, là, je dirais qu'il faut féliciter le gouvernement français parce que ça veut dire qu'ils ont agi en fonction de leurs intérêts. Il appartient à chaque gouvernement d'agir en fonction de ses intérêts. On ne peut pas reprocher à la France de faire cela. Comme on peut reprocher à n'importe quel État de le faire. Ici, au Burkina Faso, sous Blaise Compaoré, nous partions chercher du diamant au Libéria et en Sierra Leone. Maintenant, il revient aux populations de savoir aussi identifier leurs intérêts et les défendre. De savoir aussi repousser celui qui vient chercher ses intérêts chez lui ou pas. Mais pourquoi n'est-ce pas cela? Mais je vous ai déjà dit ici que Fidel Castro a déjoué 658 complots. Et en Corée du Nord, là, le gars, il fait ce qu'il veut. Même Trump n'a rien pu faire contre lui. Et si vous prenez un pays comme l'Angola, ils sont là-bas, ils se gèrent de façon autonome. Mais si vous êtes incapable d'affirmer votre identité et d'assurer votre souveraineté, ne reprochez pas à l'autre d'intervenir chez vous. Mais maintenant, je vais vous raconter une histoire. Par exemple, on dit que l'impérialisme français au Burkina Faso, etc. Si la France n'était pas venue au Burkina Faso, ce serait soit les Anglais, soit les Allemands. Parce que les Anglais étaient déjà en route à travers le Ghana. Les Allemands étaient en route à travers le Bénin. Et c'est ça maintenant que la France a eu la stratégie de les devancer tous ici. Donc, si on avait été colonisé par la France, on aurait été colonisé soit par l'Allemagne, soit par l'Anglais. Parce qu'on était colonisable, c'est tout. D'accord. Mais si vous prenez un pays comme l'Éthiopie, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Parce qu'elle a su défendre son indépendance. Okay, mais donc, on ne peut pas reprocher. On va réfléchir sur la question de façon précise pour éclairer un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour. Est-ce que Déby a été liquidé, comme on dit politiquement, parce qu'il était devenu gênant dans une configuration politique ou diplomatique, ou parce que dans le G5 Sahel, c'était la voix qui portait, non, ça, je ne crois pas. Ou est-ce que réellement Déby, un bon soldat, il allait sur le terrain et il a eu des blessures, il en est décédé? Je
lis beaucoup, hein. Je prête une oreille attentive à toutes les théories complotistes et tout. Mais pour ce cas précis-là, quand on fait les analyses et les recoupements, je pense que le maréchal Idriss Déby a perdu la vue de ses blessures au front. Parce que, bon, moi, la thèse, en fait, du complot à l'interne ou du coup d'État, je l'ai aussi développée. Mais voyez-vous, quand on regarde un peu la fraction actuellement en rébellion, ce sont des anciens dignitaires de son armée qui avaient fait dissidence. Donc, ils se connaissent. Et tout le monde sait très bien le caractère très fougueux et très, très autoritaire du maréchal, qui aime bien aller sur le front. Il faut remonter à Napoléon pour voir des maréchaux se faire tuer sur les champs de bataille. Parce que même pendant la guerre de la sécession américaine, les généraux se tenaient à des distances quand même de protection. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça. Mais là, c'est quelqu'un qui se mettait en avant. Il était sur le champ de bataille. Et ses ennemis savaient ça. Je pense que ses adversaires ont joué un peu sur sa connaissance. Ils savaient bien qu'en faisant, je pense qu'ils ont construit leur stratégie autour donc de son... En l'attirant. En l'attirant, ils l'ont attiré et il est venu et puis bon, et ça a pris. Je pense. Hein, forcément ça. Pour d'autres aussi, c'est pas forcément ça. Non, moi je ne crois pas. C'est tout ça, c'est une bulle qu'on... Je ne crois pas, c'est trop facile. Oui, c'est trop facile. L'enchaînement des faits montre que c'est trop facile. C'est trop facile. Mais je pense que Idriss Déby savait qu'il devait partir et il s'est suicidé. Et je pense qu'il s'est suicidé, mais je ne crois pas que ce soit une balle d'un rebelle qui l'a atteint. Ça, moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Alors, suicidé, ça veut dire quoi? Qu'il s'est passé la corde au cou ou qu'il s'est tiré une balle ou il s'est laissé assassiner par les siens? Non, il savait déjà que ça pouvait venir d'une manière ou d'une autre, de façon stratégique. Parce que regardez comment les événements se sont accélérés avec la mise en place de communiqués. En moins de 24 heures, la charte élaborée, etc., etc. Donc, et je pense qu'il avait même préparé ça avec son fils. Et je ne crois pas que ce soit les balles d'un rebelle qui ait touché Idriss Déby. Donc ça reste encore non élucidé. Ce que je vais dire, ça veut dire que peut-être que c'est à l'intérieur du système que quelqu'un a fait le travail. Alors certains pensent par exemple à Laurent Désiré Kabila avec son aide de camp Idi Kapel. Les gens pensent par exemple à d'autres cas où c'est à l'intérieur, on élimine dans une situation difficile, on élimine le leader et puis on avance. Je crois encore que les archives françaises doivent sortir. D'accord. Ah oui, ça c'est plus que ça, c'est eux qui l'ont ramené. D'accord. Alors on va juste parler très rapidement de cette situation parce que quand même, ça c'était vraiment les circonstances de la mort qu'on n'en sait pas trop, on essaie d'épiloguer, mais la question se pose au niveau maintenant de la gestion du Tchad, mais aussi de la gestion du Sahel, notamment le G5 Sahel que Déby présidait, et puis l'implication de l'armée tchadienne dans notre sous-région par rapport au terrorisme. Alors, on a vu que déjà en France, la France est intervenue, disons, au Tchad, par rapport au comité militaire de transition qui a été mis en place. Et contrairement aux normes de la bonne démocratie, on semble adouber ce comité militaire qui a été mis en place. Non, c'est ça, je voulais en parler parce que je disais, bon, les archives français vont sortir encore et puis on saura qui a fait quoi, dans quelle mesure. Mais si on regarde ce qui est arrivé d'une manière froide, on a beaucoup de zones d'ombre. Normalement, si le monsieur meurt au front, comme c'est une république, il y a des mécanismes de dévolution du pouvoir pour succéder au président qui n'est pas là. Or, on a vu que tout est passé à côté. On a vu l'Union africaine, bien sûr qui est présidée par un Tchadien, sortir un communiqué, pour être poli, vraiment très très lisse, qui ne dit absolument rien. Mais en tout cas, si on regarde tout le scénario, il n'y a pas d'indice qui soit fort pour nous dire voilà ce qui est arrivé. Moi, je pense encore qu'il faut encore attendre l'histoire pour que des gens nous écrivent l'histoire. Parce que tout ce qu'on nous a raconté aujourd'hui, moi, je pense que c'est une histoire qui a été fabriquée pour contenter ceux qui ont envie d'entendre quelque chose. Mais je ne crois pas à... Il y a une thèse qui s'ajoute aujourd'hui. On avait dit il est mort au front. Quelqu'un a dit c'est son garde-corps qui a tiré sur lui. Quelqu'un a ajouté une autre thèse qui dit que peut-être qu'il s'est suicidé lui-même. Non, quand je dis... Il s'est fait suicider, on va dire. Il s'est fait suicider. Loukman, prenons un exemple très simple. Regardez comment la cérémonie d'inhumation a été faite. Moi, je ne peux pas comprendre. Ça veut dire qu'un général, généralement, avant qu'on atteigne un général, là, au moins... Lui, il est maréchal. Il est maréchal, mais bon, avant qu'on atteigne un maréchal, normalement, on doit voir des colonels tomber, on doit voir des capitaines tomber. D'accord.
on va continuer dans cette l'analyse sur aujourd'hui l'après-Déby au Tchad, où il y a le comité militaire de transition dirigé par son propre fils aujourd'hui qui a pris les rênes, qui a organisé les obsèques, qui a été un succès diplomatique puisque la France était là, Macron était là, tous les pays pratiquement du G5 Sahel y étaient. Oui, c'est vrai que Eugène a parlé de dévolution normale dans un État démocratique, mais je le souviens que quand même le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, le bureau de l'Assemblée s'est réuni et a pris acte. Après avoir été dissous. Oui, mais oui, ils ont pris acte. Donc, pour des questions. Non, donc à partir de ce moment qu'on vient voir encore la main de la France et tout, moi je ne vois pas. Donc c'est une façon tchadienne de régler le problème. Maintenant, la suite, c'est clair que quand on regarde le comité, la configuration. Mais là, d'abord, ce qui m'a marqué, c'est que quand même, ils ont une armée. Parce que voyez-vous, ça aurait été dans d'autres contrées, vous aurez vu regardez la liste des 11, je pense qu'ils sont 11, 15. Des 15, il n'y a que des généraux, hein. Il n'y a pas un commandant, il n'y a pas un capitaine, il n'y a pas un lieutenant. Ça veut dire que c'est quand même une armée disciplinée, c'est un. Moi, ce qui me marque quand même, c'est que dans le lot, c'est vrai que c'est quand même une armée ethnique. Parce que dans le lot, là, c'est le général de division, Djimadoum, qui est du sud. Tout le reste, c'est quasiment la même configuration ethnique, si vous voulez. Bon, donc ça veut dire que l'armée, c'est carrément un clan. Maintenant, le fait que le premier risque d'abord, c'était une implosion à l'interne. Or, vous avez vu qu'immédiatement, les autres enfants, les fils se sont ralliés derrière le successeur en fait, actuel qui dirige. Donc, il n'y aura pas une implosion au niveau de la famille. Maintenant, je pense qu'ils sont en train de travailler d'abord pour une unité au niveau interne. Et quand ils auront cette unité maintenant, et Macron est venu à Doubé, c'est fini. Et il a même dit que il a même menacé toute personne. Donc, on ne laissera personne, ne laissera jamais. Voilà. Et l'Union africaine dans tout ça, est-ce qu'ils ont des protocoles pour la bonne gouvernance et la démocratie? Est-ce que c'est le requiem vraiment de la démocratie à partir de l'exemple, on va dire de l'exemple tchadien aujourd'hui, où même la France est obligée d'accepter un comité militaire et que personne ne bronche. On avait vu pour le Mali. C'était toutes les contestations possibles, le rejet et tout, mais là, c'est une formule qui est au Quai d'Orsay. D'accord. C'est une formule de bon retour. Et le jeune homme là, il est dans le jeu. Il fait l'affaire. Vous voyez comment les rebelles ont été repoussés parce que Emmanuel Macron venait au Tchad. Le Tchad la France a l'une des bases militaires les plus outillées. Oui, parce que Barkhane est... Et voilà. Et regardez comment les rebelles ont été pilonnés à la veille de la venue de Macron. Aujourd'hui, ils demandent des négociations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire stratégiquement que ce qui est arrivé au maréchal, même si c'est un peu la situation de dessin de tous les maréchaux qu'on a eu en Afrique, c'est que actuellement, la situation politique au Tchad, avec le jeune homme devant, avec le comité militaire de transition, là, c'est une formule. On peut bien arranger ça, puisque la France, c'est ça, ils savent bien arranger, mais il y a des dictatures même dont on sait même policiers arranger, redonner même une... Oui, mais du point de vue de l'Africain, les Africains aujourd'hui regardent dans le miroir de notre démocratie, de nos normes de la démocratie, de nos règles, parce que l'Afrique du Sud, l'Union africaine a des règles, la CEDEAO a des règles, la CEMAC a des règles. La francophonie. C'est un comité militaire, c'est un coup d'État. L'Union européenne passe par la France pour parler à ses colonies. Qu'est-ce que l'Union africaine va dire? Moi, j'ai déjà eu à dire ici que l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, la France et l'Union européenne, c'est la même chose. Est-ce que vous avez déjà entendu des voix discordantes entre ces structures? Ce n'est pas possible. En peu de temps, on a vu deux situations distinctes. On a vu la situation au Mali, où tout le monde est intervenu pour dire que pas les militaires, une transition civile, etc. Tout. Et au Tchad, ça s'est passé, et c'est l'inverse. Ce sont les militaires qui s'accaparent de tout. Pourquoi? Parce que tout est apprécié à l'aune des intérêts de l'Occident. Et vous avez vu, n'est-ce pas, que le président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine a été sans voix. Il n'y a eu aucune contestation, rien. Il y a eu un communiqué de l'Union africaine qui approuve la situation. Mais qui demande quand même qu'on remette le pouvoir constitutionnel en place. Oui, bon, ça c'est le minimum. Ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas aller contre ceux qui leur donnent à manger.
C'est l'Union européenne, c'est la France, c'est les Occidentaux qui financent le fonctionnement de toutes ces structures. C'est ça. Donc, quand les Africains sont là à crier tout ça, qu'ils commencent d'abord par prendre en charge leurs propres institutions, à prendre en charge le financement de leurs propres institutions, s'ils veulent être vraiment indépendants. Maintenant, la thèse est soulevée par Kierkegaard, à savoir qu'il se serait fait suicider, elle est pertinente. Mais pour moi, ça ne tient pas. Parce que si vous regardez, par exemple, tout le système tchadien est contrôlé par la famille d'Idriss Déby Itno. Et sa garde présidentielle, même prétorienne, a été commandée par l'actuel président de la transition. Même son chef de cabinet, c'était son épouse, Inda. Voilà. C'est-à-dire, c'est Idriss Déby Itno, ses frères, ses sœurs, ses enfants, ses beaux-parents, etc. Tout le système est contrôlé par lui. Or, eux tous, ils savent qu'ils sont là à cause d'Idriss Déby. Et que si Déby n'est plus là, rien n'est sûr. Donc, tous avaient intérêt à ce que Déby soit toujours là. Donc, ça fait que moi, je ne crois pas trop à la thèse de l'auto-suicide. Mais je pense que c'est plutôt qu'un accident qui est arrivé, et vu la personnalité de l'État, comme il avait lutté contre Boko Haram, il était monté au front, ce qui lui a valu le grade de maréchal. Or, il a confondu ici la rébellion avec Boko Haram. D'accord. Boko Haram est spécialiste dans la lutte. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La France a dit qu'elle ne laisserait pas, elle ne laisserait jamais attaquer, menacer le Tchad. Elle a reconnu donc tacitement le comité militaire. Oui. Aujourd'hui, la rébellion, on a entendu, je crois, sur une chaîne internationale, le chef de la rébellion qui dit que nous sommes d'accord pour un cessez-le-feu, pour une solution politique. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une place pour un dialogue national inclusif qui doit inclure toutes les composantes politiques de la vie tchadienne. Est-ce que ça voudrait dire que le Tchad a conjuré le sort de la crise, de l'implosion? Tout peut se passer. Tout. Parce que Emmanuel Macron l'a dit, il peut être sincère, comme ça peut être un double jeu. On l'a déjà fait, par exemple, avec Hissène Habré. On peut te faire croire qu'on ne te lâchera pas pour t'illusionner, alors qu'en dessous, on prépare quelqu'un d'autre pour venir te remplacer. Il n'est pas exclu que... D'ailleurs, même le leader de la rébellion tchadienne actuelle, là, il était en France. Là. Ah, si. Il a étudié là-bas. Je ne sais pas s'il y est toujours, c'est son porte-parole qui est là-bas. Mais lui, je ne sais pas où il est actuellement. Il est en Libye, je crois. Ah, mais il a fait ses études en France, etc. Ce qui veut dire qu'il a sans doute des connexions. Il n'est pas exclu que ce soit aussi un piège tendu au régime actuel, histoire d'endormir votre vigilance et puis se mettre derrière. Parce que la diplomatie, c'est ça. Okay. Donc, ce que Macron a dit là, on ne sait pas comment le prendre. D'accord. Un aspect important lié, bien sûr, en relation avec cette disparition, le G5 Sahel a perdu un chef, un combattant. Comment est-ce qu'aujourd'hui les choses vont se faire? On a vu, par exemple, qu'il y a une colonne donc, de soldats de l'armée tchadienne qui repliait. Est-ce qu'aujourd'hui, la zone G5 Sahel ne va pas connaître un recul ou vraiment créer d'espace pour les C'est sûr, même si la France intervient pour garder les choses un peu dans l'État, c'est vrai que la personnalité, l'engagement fort du président, du maréchal Idriss Déby, il comptait pour beaucoup. C'est-à-dire qu'il avait mis carrément... C'était un défi personnel pour lui. Alors, ce n'est pas évident que celui qui va le remplacer va porter, en fait, cet enjeu-là comme un défi. Ça, c'est clair. De ce point de vue, il y aura quand même... il n'y aura pas le même éclat. Mais l'architecture va toujours demeurer, mais on n'aura peut-être pas le même engagement. En fait. Alors, Kierkegaard, l'armée tchadienne était l'armée qui faisait plus de problèmes pour les terroristes, les groupes terroristes, Boko Haram et tout, mais il y avait aussi derrière la volonté du chef de l'État lui-même. Est-ce que le système tchadien actuel va pouvoir continuer dans ce sens-là et appuyer vraiment le G5 Sahel? Ouais, moi je pense que Idriss Déby a transmis l'essentiel à son fils. Voilà. Ça, c'est un point de vue personnel. C'est pour cela que j'ai dit à quelque part qu'il s'est suicidé parce qu'à un certain moment, il avait commencé aussi à sortir aussi des flèches à l'endroit de ceux-mêmes qui l'ont aidé hier. On se rappelle quand la rébellion l'avait coincé jusque dans son bunker, l'intervention de la France qui avait permis. Et là, je suis d'accord avec la théorie de Maître qui dit qu'en réalité, la France peut jouer un double jeu. La France a à la fois des connexions peut-être avec la rébellion, à la fois des connexions avec Idriss Déby. Et regarde maintenant les jeux d'intérêt. Il suffit que le jeune homme-là sorte un certain nombre de dossiers, commence à signer un certain nombre d'accords stratégiques et on va lui trouver toute la bagatelle diplomatique, etc. pour l'accompagner. Mais pour la machine du G5 Sahel, du rôle de l'armée tchadienne, donc
dans la lutte contre le terrorisme. Moi, je pense que c'est une machine. Leur retrait là, c'est normal. En fait, c'est dans tous les protocoles. Lorsque votre pays a attaqué, et à un certain moment, vous avez envoyé des soldats à l'extérieur, vous pouvez les faire appel. Voilà. Mais je pense que ça ne va pas trop jouer. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Et va ajouter quelque chose. Concernant les connexions à la France avec les rébellions, quand on regarde l'histoire du Tchad depuis Goukouni et tout, la France a toujours eu des connexions avec les rébellions. Non, moi, c'était très rapidement. Non, c'était pour dire que rien ne va changer, rien ne va changer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi? Parce que la France doit toujours susciter l'homme qu'il faut et les structures qu'il faut si ses intérêts le recommandent. Idriss Déby lui-même, il est venu au pouvoir comment? Si vous vous rappelez, quand il a lutté contre Boko Haram, il a dit qu'aucun État africain n'est venu au secours de l'armée tchadienne et que donc ces armées ne sortiront plus en dehors des frontières du Tchad. Pourquoi après, maintenant, il les envoie encore à la frontière? Il a envoyé 1400 dans les zones frontières. Ouais. Parce qu'on lui a dit de le faire. Et si vous remarquez, la France, pour lutter contre les choses là, les Ruben Oumnoubé, etc., a suscité Amadou Aïdjo du néant. De même, Amani Diori, c'était pour lutter contre Djibo Bakary. Voilà. C'est-à-dire, quand la situation s'impose, la France est susciter son nom. C'est une question de moyens. C'est tout. Alors, même la France peut choisir une souris à la tête du Tchad actuel là, et puis lui donner les moyens de faire ce que Idriss Déby faisait. D'accord. André Gène, on va prendre notre premier téléspectateur après André Gène. Oui, c'est la théorie des guerres modernes. Hein. Écoutez, à un moment donné, si vous ne faites plus l'histoire, ou bien si vous voulez vous démarquer, si vous devenez un indiscipliné de la classe, on va susciter un autre leader de la classe qui va prendre votre place et puis ensuite on revient. D'accord. Bon. Merci. On prend donc notre premier téléspectateur, M. Kaboré, qui appelle de Ouagadougou, sur les archives françaises, concernant bien sûr les archives françaises. M. Kaboré. M. Kaboré n'est pas en ligne. D'accord. André Gène, continue. Je voulais dire que, non, on va susciter, si vous regardez de toutes les façons, on va susciter une personne à un moment donné et on va te soutenir, on va t'envoyer au front, tu vas faire l'affaire et après on va t'éclipser et puis il y a un autre qui va revenir. En tout cas, je crois qu'il faut... La petite phrase du président Emmanuel Macron n'est pas anodine. Ça a tout dit. Ça a tout dit. Ça veut dire que nous avons notre précaré. On ne permettra pas que quelqu'un vienne perturber ce que l'on a ici. D'accord. On prend M. Kaboré. Allô, oui, bonjour. Bonjour, M. Kaboré. Bonjour. Bonjour, allez-y pour votre intervention. Bonjour. Bonjour, M. Kaboré. Allô, oui, bonjour. Allez-y pour votre intervention. Oui, bonjour. On ne s'entend pas bien, apparemment. Bon, donc, pendant ce temps, je prends la parole. C'est moi qui donne la parole. Si je vous la donne, vous la prenez. Allez-y. Donc, c'est pour vous dire que quand vous parlez de possible, comment je vais dire là, tergiversation au sein du G5 Sahel, etc., il faut savoir même comment le G5 Sahel a été mis en place. Est-ce que c'est vraiment de l'initiative de nos chefs d'État? Ou bien est-ce que c'est une injonction? Il y a ça. Donc, c'est pour vous dire qu'actuellement, nous n'avons pas les chefs d'État qui correspondent à nos réalités. Pour la simple raison que la masse des paysans ne comprennent pas le jeu politique actuel. Parce que c'est un jeu politique qui se passe dans une langue qu'ils ne comprennent pas et dans des mécanismes qu'ils ignorent. C'est la raison pour laquelle les coups d'État peuvent se faire ici fréquemment. Je vous ai déjà dit que celui qui veut vraiment savoir là, qu'il a fait le coup d'État contre le Moro Naba, il saura. D'accord. On va prendre le second téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, qui appelle de Ouaga, sur les archives du dossier Sankara, archives françaises bien sûr. M. Lamoussa? Je reviens sur le dossier déclassé concernant l'assassinat du président Thomas Sankara. Allez-y. Pour moi, je remercie les Français parce qu'ils nous ont enfin entendus. Et je particularise pour dire l'État français. Je ne fais pas l'amalgame entre l'État et la population. Et je dirais tout simplement à son ambassadeur que parfois, dans la diplomatie, il vaut mieux. Un bon diplomate, c'est celui qui, ça veut dire, fait l'économie des mots. Quand on donne les trucs et qu'on dit que même malgré ça, on pourrait... Bon, le fait de donner, là, c'est déjà... Ça veut dire, le fait même de parler, ça peut réellement prêter à confusion. Maintenant, je reviens sur le sujet comme quoi il faut qu'on revienne sur tous les mots jusqu'à Thomas Sankara. En fait, c'est une façon très simple de vouloir noyer le poisson. Parce que si dans ce genre de situation, quand tu dis non, au fait, et Thomas Sankara ou bien Norbert Zongo, on va dire oui, c'est aussi
d'autres Burkinabés qui sont morts. Mais ces deux personnes-là, il faut d'abord qu'on élucide leur dossier. Parce que leur histoire-là, c'est des histoires un peu particulières. Donc, ce qui permet, ça va permettre le pays de redémarrer, ça va permettre au pays de renaître. Ceux maintenant qui veulent noyer le poisson, comme quoi il faut revenir sur, je ne sais pas. Si c'est ça, il faut qu'on commence en 1919 avec la révolte comment on appelle, des bobos. Parce que c'est une façon très sournoise et méchante de vouloir dire de ne pas faire la justice. Monsieur Lamoussa, Monsieur Lamoussa François, si on regarde la chronologie des faits, Monsieur Banembié, c'est depuis 1982 et Thomas Sankara, c'est 87. Est-ce qu'en 1982, il n'y avait pas d'État au Burkina, les crimes étaient autorisés au Burkina? Non, mais si c'est ça, au fait, puisque pour répondre à cette question, c'est très simple. Pourquoi ces deux se sont retenus? Posez-vous la question, vous allez trouver la réponse. Parce que tout simplement, il y a des gens qui ont maintenu ces dossiers-là, comme quoi c'est des dossiers qu'on ne peut pas, et on ne peut pas laisser tomber. Voilà. Donc, on va commencer à juger ces dossiers. Si par la suite, d'autres ont d'autres dossiers à faire venir juger, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, dire que, ouais, pour qu'on connaisse réellement la justice, c'est une façon sournoise et méchante de dire de ne pas faire justice. Et que ça veut dire que c'est une façon de dire si on doit faire la justice sur Thomas Sankara, il faut commencer depuis 1960. Je crois qu'ici, personne n'a dit qu'il faut d'abord... la précision est nécessaire parce qu'il ne s'agit pas ici de dire que c'est une hiérarchisation qui a été faite, encore moins que il faut d'abord juger X dossier avant de juger Thomas Sankara. Non, mais ce n'est pas le cas qui a été dit ici. C'est une façon sournoise. Quand on est en train de juger... Merci, M. Ilboudo. D'accord, Évariste, une seconde. Il n'a pas cité de nom ni personne, mais bon, moi, ce que je comprends d'abord, nous parlons de sujets graves, de mort, d'assassinat. On ne peut pas vouloir dire que c'est méchant ou sournois de vouloir la vérité. Et bon, quand il remonte 1901, c'est pas... Nous nous situons quand même dans un contexte d'une époque quand même contemporaine. Quand je prends Nésien et contemporain, tout ce qui se passe, même à Sankara. Mais là où je ne suis pas totalement d'accord avec lui, ça n'engage que moi, je ne mets pas dans le même panier d'analyse l'affaire Sankara que l'affaire Norbert. Pour moi, l'affaire Norbert, c'est un monsieur qui avait sa plume et qui écrivait pour éclairer les gens et qui a été sauvagement assassiné. Et ça, c'est un crime crapuleux. Et la personne qui a fait ça, ou les personnes, doivent être identifiées et jugées et condamnées sévèrement. En revanche, moi, ma lecture de l'affaire Sankara, c'est un coup d'État. Et un coup d'État, c'est une dispute entre des militaires qui sont armés et ça a dégénéré. Il y a eu mort d'hommes. Donc déjà, c'est ça la différence de ma perception des deux affaires. André Jean? Non, si vous regardez l'histoire récente de notre pays, on va même de 1960 à nos jours. C'est ça que l'histoire officielle demande d'éclairer. D'ailleurs, le travail d'Ashkroun a porté oui, sur ça. Par exemple, on dit de 1960 à nos jours. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un assassinat est plus grand qu'un autre assassinat. On a assassiné le commandant Mamadou, on a assassiné Nizem Badembi, on a assassiné Fidel Guébré, on a assassiné Didier Tedebero, etc. etc. J'ai dit, aujourd'hui, on a au Burkina des gens, certainement, comme ceux qui parlent, qui soutiennent des causes. Mais ce sont des causes sélectives. J'ai dit, les assassinats ne doivent pas être sélectifs. Si on a assassiné quelqu'un, moi je ne parle pas des gens qu'on a écrasés dans la rue, mais ce sont des gens que l'on a assassinés. Merci, Leurs André familles, Jean malheureusement, n'ont pas des gens qui André les soutiennent. Jean merci. On va prendre le dernier téléspectateur, Monsieur Tombiano Honoré, qui, lui, revient sur la marche à l'Est. Monsieur Honoré. Allô, oui. Allez-y très rapidement pour votre intervention. Ok, merci. Au sujet de la marche de l'Est, moi je suis désolé de dire clairement qu'il faut que les Burkinabés acceptent que depuis un certain nombre d'années, à partir du moment où on n'a pas des élections propres, à partir du moment où on n'a pas de gouvernants légitimes, constater tous les problèmes qu'il y a à travers les mairies, à travers tout ce que vous voulez qu'on forme de délocalisation. Mais ces gens-là sont disqualifiés. Les populations n'ont plus confiance en eux. Et lorsqu'on dit que ce sont les populations qui les ont votés, aujourd'hui, moi, je suis à mesure, je prends mes responsabilités, je dis,
la plupart des élus au Burkina, nous savons en réalité ce qui se passe. Ce ne sont pas des gens légitimes. Sinon, ils devraient pouvoir porter les préoccupations des populations. La triste réalité du Burkina, c'est ça. Sinon, effectivement, comme Maître l'a dit, si c'était la population qui avait voté les gens, la population ne va pas se plaindre. Mais c'est parce que ces gens-là sont disqualifiés que finalement, ce nouveau mouvement de Gourmou-là a décidé effectivement de ne plus faire confiance à la représentation de l'administration là-bas. Qu'on nous lance un audit de la voie de Fada, officiellement, le ministre Bougouma, qu'on le fasse. Moi, je vous dis, je peux vous amener un document. L'année passée, qu'est-ce qui était passé sur la toile? Comme quoi cette voie avait été faite. Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina ici? Rien. Moi, je dis, je répète, nous n'avons pas d'homme d'État, nous n'avons pas un gouvernement où il y a la culture de rendre compte. Je dis, je répète, qu'on nous sorte un audit de la voie. Ça fait combien d'années? Quelles sont les entreprises qui avaient été sélectionnées en maintes reprises? Merci. Pourquoi le travail n'a pas été fait? Merci, M. Tombiano. Vous posez là une question importante sur la légitimité des dirigeants, mais en même temps, on ne comprend pas. Quand les élections viennent, les urnes sont pleines de choses, de bulletins de vote. Qui vote alors? Non, moi, je pense que ce que Maître a dit là, c'est quand un peuple n'a pas d'orienté, quand un peuple n'est pas orienté, vous savez, il n'y a pas d'improvisation en fait. C'est la qualité la qualité, la masse critique. Là. Quand il y a une certaine qualité de la masse critique, ça permet à un certain moment de faire des choix éclairés et judicieux. Les élections, on sait ce qui s'est passé. C'est les mêmes qui marchent aujourd'hui, à quelque part, c'est vrai. Merci. C'est les mêmes qui ont pris les demi. On est au thème de l'émission, mais vraiment, je vais vous laisser. Voilà. Bon, moi, c'était d'abord pour vous remercier Lamoussa François pour son assiduité, parce qu'il est fréquent, il suit nos émissions, et puis dans d'autres radios aussi. Et puis apporter un rectificatif. Parce que la révolte des Bouaba, c'est de 1916 à 1917. C'est pas 1919. Merci pour ce rétablissement du fait historique. Merci, Maître Keleb. On dit merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont appelé pour donner leur point de vue. J'étais donc avec Évariste Faustin-Concebo, chroniqueur média, président du SEC Réveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci d'être passé, Évariste Concebo. André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci d'être passé. Et puis, Maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche international et de stratégie. Et puis, enfin, dernier invité, Kietga Blaise, directeur de publication de YAM Info. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre plateau de Presse Éco, si Dieu le veut.